pour rapporter les effets sur la santé des régimes végétariens via donc une méta-analyse, ou appelée aussi Umbrella Review. Alors je ne sais pas si je vais faire des liens pour passer les slides. Je vais y aller, moi. Je vais y aller. Mais Benjamin. Donc le principe est le suivant, c'est qu'il y a une multitude de travaux qui ont évalué donc, effectivement l'association entre les régimes végétariens et les effets sur la santé. Donc nous avons repris le concept en français d'effet sur la santé pour reproduire le principe de health outcome qui se voit énormément dans la littérature internationale. Ces études ont porté sur les effets métaboliques, nutritionnels bien entendu, mais aussi sur des effets de santé tels que l'obésité, l'inflammation de bas grade associée à l'obésité, et puis sur des pathologies qui sont clairement associées avec le risque, donc risque cardiovasculaire, diabète, etc. Et puis aussi la mortalité, toutes causes confondues. On voit sur cette figure l'évolution annuelle du nombre de publications sur la thématique des régimes végétariens, et au travers du temps, donc il y a eu ces études qui ont été poolées dans des méta-analyses concernant un effet sur la santé, et notre objectif était non pas de cibler justement chaque effet sur la santé, mais plutôt intégrer tous les résultats qui ont dérivé de ces analyses poolées, de ces méta-analyses, pour avoir une vue générale, et cela via une revue exhaustive de la littérature. Merci. Donc, brièvement, une méta-analyse, cette définition elle est assez consensuelle. C'est une trame logique pour réaliser une revue de la littérature la plus exhaustive, la plus précise possible, qui se base sur le fait que des mesures similaires ont été réalisées sur des études qui ont un design similaire, le but étant d'augmenter la puissance statistique, d'avoir une taille d'effet globale unique mais beaucoup plus précise en termes notamment d'intervalle de confiance, éventuellement voir s'il y a des discordances qu'on appelle aussi hétérogénéité, et puis de soulever de nouvelles questions. C'est peut-être la partie la plus intéressante. Et si on voit sur la diapositive suivante, merci, le principe de revue ombrelle, eh bien, c'est un étage au-dessus. C'est un concept qui est relativement récent. C'est en réalité une recherche systématique aussi, de synthèse de la littérature, qui a pour but d'organiser et d'évaluer, non pas des études originales, mais des méta-analyses. Donc l'unité d'analyse, c'est non pas l'étude originale, mais la méta-analyse. Mais ce qui est peut-être particulier, c'est ça le point important, c'est que la revue ombrelle, elle va se focaliser sur des effets de la santé, mais sur une exposition spécifique. Donc on ne peut faire de revue ombrelle que si on ne considère à la base qu'une seule exposition, qui a eu plusieurs effets sur la santé, et on va essayer de mettre tout sous la même houlette, hein, comme on le voit dans la figure. Merci. Et si on prend l'exemple du régime, de l'exposition à un régime végétarien, eh bien, on peut imaginer plusieurs effets sur la santé, rapportés dans diverses études. Chaque effet sur la santé a été poolé dans une méta-analyse, et notre objectif, donc, c'est justement de réaliser cette revue ombrelle, comme on le voit sur ce diagramme. Merci. Donc, pour notre méthodologie, elle est la suivante. Nous sommes basés sur une stratégie de revue systématique exhaustive, hein, sur la base Medline, Embase, la Cochrane et EASY, donc les 4 grandes databases qui se chevauchent énormément, mais c'était dans un souci d'augmenter la sensibilité de notre requête, qu'on voit ici dans le panel, que je ne développerai pas. Donc nous avions d'abord établi un protocole de revue systématique que nous avons enregistré sur la base de données internationale de l'Université de York. Et donc, suivante. Les critères d'éligibilité sont en lien avec notre objectif de recherche, c'est-à-dire nous avions voulu cibler toutes les revues systématiques et ou méta-analyses qui vont rapporter une taille d'effet au moins avec un intervalle, une taille d'effet ou un intervalle de fréquence, et avec au moins un effet de santé qui a été étudié. Les critères d'exclusion sont assez classiques, et puis nous avons beaucoup insisté sur ce point, c'est l'évaluation de qualité de la méta-analyse qui a été retenue dans le travail, en utilisant les critères Amstar 2. Donc les critères Amstar 2 ont été proposés il y a quelques années, qui ont été mis à jour en 2017 dans un article du BMJ, et l'avantage de cette grille Amstar 2, c'est qu'elle peut bien cibler la qualité de l'évidence, et puis elle a une performance particulière pour définir les revues de haute qualité.
Donc à chaque fois dans le déroulé des résultats, vous verrez ces petites pastilles tricolores pour avoir une idée sur le niveau d'évidence, et ça c'est quand même important. Un point particulier, ce sont les analyses de sous-groupes. On en avait beaucoup parlé lors de la révision de l'article. Nous sommes autorisés 2 analyses de sous-groupes. La première, c'est quand l'analyse de sous-groupe était menée, à condition que l'objectif principal soit significatif. Autrement, on ne rapportait pas l'analyse de sous-groupe. Le deuxième point, c'est que nous avons rapporté l'analyse de sous-groupe en fonction des régimes végétariens, puisque c'est quand même l'objectif de la revue Ombrelle. Nous passons au résultat. Donc, le diagramme de requête de la littérature qui a mis en évidence 149 occurrences. Ces occurrences ont été filtrées et évaluées au préalable, ce qui a permis d'évaluer 48 articles après exclusion de références qui n'étaient pas concordantes avec nos besoins de recherche. Et donc ces 48 références ont été revues in extenso, ce qui a permis d'exclure 26 et retenir 22 méta-analyses dans la revue Ombrelle. Ces 22 méta-analyses ont rapporté 43 effets sur la santé que nous avons répartis en 7 groupes. Donc le premier groupe, c'est métabolisme des lipides. Je vous prie de nous excuser, c'est en anglais, mais c'est vraiment un petit copier-coller sur le diagramme de la publication. Le groupe 2, c'est le métabolisme des monocarbones. Le groupe 3, c'est les éléments traces. Le groupe 4, c'est un cluster que nous avons voulu plutôt physiopathologique fonctionnel qui lie l'obésité, l'inflammation de bas grade liée à l'obésité, qui est de plus en plus considérée comme étant de la métaflammation, qui est un mot valise entre métabolisme et inflammation, et puis le diabète dans ce groupe 4. Le groupe 5, c'est le risque cardiovasculaire. Le groupe 6, le cancer, et puis enfin le groupe 7, c'est la mortalité toute cause confondue. Donc pour ce qui est des lipides, première question, est-ce que dans les études observationnelles, le régime végétarien est associé à une concentration moindre des paramètres du bilan lipidique? Réponse oui, donc 2 méta-analyses de qualité modérée, mais une toute dernière en 2017, qui montre bien que les végétariens par rapport aux omnivores ont un cholestérol total, et puis essentiellement sur la partie LDL cholestérol, significativement inférieur. Donc j'ai rapporté les résultats en milligrammes par décilitre, même si ce n'est pas extrêmement classique partout, mais c'est quand même l'unité qui est la plus utilisée dans les rapports internationaux. Donc globalement, c'est essentiellement sur le LDL cholestérol. Il y a un effet qui est significatif, certes, mais qui est très peu relevant cliniquement pour le HDL cholestérol, et puis il y a un effet sur les triglycérides. Donc moins de triglycérides chez les végétariens en concentration. Donc ça, c'était les études observationnelles, donc dizaines de cas témoins. Dans les études interventionnelles cette fois-ci, est-ce que, même question, lorsqu'on administre un régime végétarien, on observe une réduction significative des paramètres du bilan lipidique? Réponse oui. Et puis c'est assez intéressant parce qu'au final, on rejoint ce qu'on observe dans les études cas témoins en termes de taille d'effet et puis de comportement, puisque c'est essentiellement le cholestérol total sur le versant LDL qui est nettement abaissé, et puis dans une moindre mesure le cholestérol de type HDL, et puis on ne voit pas de variation significative. Donc ça c'est un point intéressant à noter sur les triglycérides. Alors si on considère les travaux, les essais prospectifs qui ont non pas évalué le régime végétarien stricto sensu, mais des substitutions de protéines animales par des protéines végétales, eh bien on observe le même effet, un peu moins fort, mais il existe, il est significatif sur le LDL cholestérol. Ces remplacements de substitution ne sont pas aussi spécifiques qu'un régime végétarien. On voit ici 11 essais randomisés, 832 patients, alors que là on est sur 112 essais randomisés, plus de 5000 patients. Donc ça explique pourquoi les tailles d'effet ne sont pas exactement identiques. Troisième et dernière question sur ce groupe 1 du métabolisme des lipides. Nous avons vu des résultats sur des travaux qui ont été faits à court, moyen terme, et il y a eu une série de travaux qui ont évalué à moyen long terme. Donc c'est quand même cette notion de maintien dans le temps de l'effet. C'est cette belle méta-analyse qui a rapporté cela. Donc 30 études observationnelles, 19 essais prospectifs, 23 sur les 30 études observationnelles duraient plus d'une année, et la médiane, la durée moyenne des essais prospectifs était de 26 semaines. Et là on voit pareillement, donc c'est toujours essentiellement le cholestérol total
sur la part LDL cholestérol qu'on voit les effets les plus significatifs. Il y a une diminution qui est peu relevante du point de vue clinique pour le HDL cholestérol et il n'y a pas de variation significative sur la concentration de triglycérides, donc dans les essais à long terme. Donc pour résumer cette partie sur le métabolisme des lipides, on voit bien que pour ce qui est des paramètres cholestérol total, LDL, HDL, il y a une diminution avec un effet bénéfique pour la santé, que ce soit dans les études cas témoins observationnelles ou dans les études à moyen long terme. Il y a un effet donc, discordant pour les triglycérides. On voit que les triglycérides sont plus faibles dans les essais, dans les études cas témoins observationnelles, mais on ne voit pas forcément un effet significatif sur les triglycérides pour ce qui est des essais interventionnels. On peut imaginer, on a quelques explications, mais en tout cas c'est ce qu'on voit du point de vue des résultats. Deuxième groupe, c'est le métabolisme des monocarbones. Alors, dans cette partie-là, il y a eu globalement 3 méta-analyses qui ont traité cette question. Pas forcément de la meilleure qualité qui soit, mais en tout cas, la première a voulu cibler la proportion de sujets qui étaient carencés en vitamine B12. Alors, ils se sont basés sur des marqueurs de fonctionnalité, entre guillemets, donc l'holotranscobalamine, l'acide méthylmalonique sérique et urinaire, avec des seuils variables. En tout état, bon, enfin, il y a quand même des limitations sur cette étude, mais on voit quand même que, par exemple, chez les femmes enceintes, le taux de carence en B12 est quand même de 62%. Chez les enfants, il varie, il peut atteindre 86%. Chez les adolescents, il peut atteindre 41%. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus variable, mais l'intervalle va jusqu'à 90%, donc ça peut monter très très haut. Une deuxième étude rapportée en 2014, qui ne s'est pas intéressée sur l'aspect fonctionnel, mais plutôt sur l'aspect statut faible. Donc en se basant uniquement sur la concentration de vitamine B12. Et là aussi, donc c'est une limitation majeure parce qu'il n'y a pas le côté fonctionnel en face. Et malgré cela, donc, les résultats sont ce qu'ils sont, mais on a 45% de statut faible en B12. Alors le statut faible a été défini de 95 à 250 en termes de seuil de définition. Alors classiquement, c'est quand même le seuil international de 150 picomoles par litre, mais on voit bien qu'en fonction des études, c'est ce que Benjamin disait, les variations de définition, etc. Donc ça, on rejoint un petit peu ce phénomène. Donc il y a quand même 45% de nourrissons qui sont carencés, jusqu'à 40% des femmes enceintes qui sont statut faible de B12, et puis chez les adultes, ça peut atteindre 87%. Alors pour pallier à cette limitation des 2 travaux qu'on vient de voir, eh bien, il y a eu cette méta-analyse de haute qualité, de bonne qualité, qui a à la fois répertorié la B12, mais aussi l'homocystéine, un marqueur de fonctionnalité. Et on voit bien donc, dans les 3 groupes, donc les véganes avaient une concentration de vitamine B12 qui était significativement plus faible que celle observée chez les omnivores, pareillement chez les lacto-ovos, mais on voit quand même le dégradé 172-209, et en miroir, on a une homocystéine significativement plus élevée dans le groupe des véganes, plus forte que celle des lacto-ovo-végétariens, en comparaison aussi aux omnivores où elle est strictement, quasiment normale. Donc on passe au 3e groupe, c'est les éléments traces. Donc dans ce groupe, la première question c'était l'apport en zinc. Il n'y a pas eu beaucoup de travaux menés, on va le voir, mais la question sur l'apport en zinc, elle est limitée par le fait qu'il n'existe pas de marqueur fonctionnel sur le statut en zinc. La carence en zinc cliniquement patente, elle est très difficile à voir généralement en Europe parce que les phénomènes de carence qui se manifestent sont quand même assez rares. Et donc, quantitativement parlant, il y a eu 2 méta-analyses de qualité modérée qui ont démontré que les groupes végétariens, que ce soit population hors femmes enceintes ou bien les femmes enceintes, avaient moins d'apport en zinc en termes d'apport journalier. Cette méta-analyse aussi a montré qu'il y avait une concentration sérique en zinc qui était significativement plus faible. Mais voilà, donc c'est du descriptif, mais on ne peut pas forcément dire qu'il y a un statut carencé de carence en zinc. Deuxième question, c'est l'effet du régime végétarien, on a vu dans les éléments traces, sur le statut martial. Il y a un seul travail qui a été fait sur la ferritinémie. Il n'y a pas d'autres paramètres du bilan martial qui ont été évalués. Et là, on voit donc que les végétariens ont significativement moins de ferritine par rapport aux omnivores. Alors,
La ferritine, c'est un peu ambivalent parce que moins de ferritine, il y a ceux qui l'ont associé à un moindre risque de syndrome métabolique et de conséquences néfastes. D'autres qui l'associent à un effet de carence, notamment sur la production de laine. Donc c'est vraiment une partie un peu particulière sur l'aspect interprétation des résultats. Dernier point sur les éléments traces, c'est l'effet sur la densité minérale osseuse. Une seule méta-analyse de bonne qualité sur un peu plus de 2700 sujets et qui a démontré que les végétariens avaient une réduction significative de la densité minérale osseuse de 4%, que ce soit dans le col du fémur ou au niveau de la colonne vertébrale, mais 4%, cliniquement, ça n'a pas forcément une expression particulière. Donc, c'est un résultat qui est ce qu'il est. Il ressemble un petit peu au résultat sur le HDL cholestérol, donc il y a une baisse significative, statistique, mais du point de vue PRO, résultat à l'échelle du patient, ça ne semble pas avoir un impact cliniquement. Quatrième groupe, c'est le groupe obésité, métainflammation, diabète. Alors ça nous a paru vraiment utile et intéressant de regrouper les résultats que nous allons voir dans ce cluster. Hein, c'est un concept qui est en train de progresser. Hein. Je vous ai listé les travaux de cet auteur qui a extrêmement bien décrit l'interaction entre le métabolisme des lipides énergétiques en passant par la drosophile jusqu'aux études chez l'homme, où on démontre bien qu'il y a une interaction entre la signalisation du métabolisme lipidique. Quand il y a cet excès d'adiposité, il va y avoir une interaction, donc un crosstalk, avec les voies de signalisation de l'immunité innée, production de cytokines et toute la signalétique pro-inflammatoire, entre autres l'inflammasome, et une expression sur les différents organes, notamment le cœur, le foie, mais pas que, puisque nous avons le muscle, le pancréas, etc. Et donc il y a les artères aussi. Et donc il y a ce cluster immunométabolique qui va pouvoir être expliqué du point de vue conceptuel, notamment avec l'obésité, la dysfonction métabolique, l'insulinorésistance et puis la prédisposition au diabète de type 2. Donc, première question, est-ce que le régime végétarien présente un effet sur le poids et le BMI? Clairement oui, puisqu'on a 3 travaux de haute qualité. Première étude, c'est l'étude cas témoin, avec un très grand nombre de sujets, plus de 57 000 végétariens, presque 200 000 omnivores, et on a une différence de 1,5 point sur le BMI. Et donc ça, c'est quand même assez cliniquement parlant, puisque ça peut faire changer la catégorie d'un sujet, d'un surpoids vers un poids normal, enfin, vers une situation normale. Donc c'est quand même 1,5 de BMI, c'est quelque chose d'assez significatif. Deuxième catégorie de travaux, c'est les essais interventionnels. C'est est-ce que si on prend quelqu'un qui est en surpoids par exemple et à qui on va administrer un régime végétarien qui va durer au-delà de 4 semaines et sans limitation calorique, donc ça c'est vraiment important, est-ce qu'on va observer une variation de poids? Eh bien la réponse est oui, puisque dans les analyses en intention de traiter, la différence, la diminution du poids était 3,5 kg en moyenne pondérée, et si on voit les résultats en paire protocole, eh bien c'est beaucoup plus prononcé, on est à 4,6 kg de variation de poids dans les essais interventionnels. Deuxième analyse, c'est l'analyse qui a considéré uniquement les lacto-ovo-végétariens ou bien les véganes. Là, l'effet sur le poids, il est moins important. L'explication n'est pas claire, mais a priori, on note une différence lorsqu'on voit ces deux, les végétariens en paire protocole, ils sont significativement différents des véganes, et ça, on n'a pas l'explication clairement sur cette différence. Merci. Deuxième question, on arrive un petit peu sur l'aspect signalisation, c'est cette notion de métainflammation. Est-ce que le régime végétarien va au final entraîner une influence sur les marqueurs de l'inflammation, notamment l'inflammation bas grade? On est plutôt sur des CRP qui sont borderline que des CRP franchement élevés par exemple. Première étude de qualité modérée qui ne montrait pas de différence significative sur des dizaines cas témoins sur la CRP ultra-sensible. Par contre, cette méta-analyse de haut niveau de preuve sur 29 essais interventionnels qui démontre une diminution de la CRP de 0,5 points chez les végétariens en comparaison
aux omnivores, mais il n'y avait pas d'effet, on n'a pas trouvé d'effet sur l'interleukine 6, le TNF-alpha, les molécules d'adhésion, la leptine, la déponectine et la résistine. Donc on le voit sur la CRP, c'est peut-être un effet de voie finale commune, mais on est quand même sur de l'inflammation de bas grade, et ce qui pourrait expliquer le fait que l'IL6 ou le TNF ne varie pas significativement. Troisième question, c'est est-ce que le régime végétarien est associé à une modification du risque de diabète? On est sur le troisième volet du groupe 4. La réponse est clairement oui, puisque dans les études observationnelles, il y a une baisse significative du risque de diabète chez les végétariens. Nous avons un odds ratio de 0,72. Cet odds ratio est beaucoup plus prononcé dans les régions Pacifique occidentale et puis Europe, Amérique du Nord. C'est les endroits, c'est les régions géographiques où la taille d'effet était la plus forte. Et puis, en écho à cette méta-analyse, une méta-analyse de 27 études cas témoins qui montre que les végétariens ont une glycémie significativement plus basse que les omnivores. Donc on a ce corollaire du point de vue biologique. Groupe 5, le risque cardiovasculaire. Donc, la question la plus importante qui revient dans la littérature, c'est relation entre régime végétarien et modification du risque de pathologie cardiovasculaire. La réponse c'est clairement oui, s'il y a un effet qui a été démontré par rapport aux relations entre régime végétarien et la sphère cardiovasculaire, c'est la cardiopathie ischémique, puisque la réduction du risque est de 29% chez les végétariens, donc un risque relatif à 0,71. Mais sur le cœur, ça marche. Sur la pathologie cérébrovasculaire, ça ne marche pas. Il n'y a pas de variation significative. Méta-analyse de 2012 qui a été confirmée par une méta-analyse en 2017, puisque le risque relatif est toujours globalement pareil, 0,71, 0,75, et on confirme toujours le fait que la pathologie cérébrovasculaire n'a pas de variation significative en termes de risque. En comparaison entre les régimes végétariens et omnivores. Deuxième question, est-ce que, au final, les différents régimes végétariens sont similaires par rapport à cette modulation du risque cardiovasculaire? Un seul travail s'est intéressé à ça, et donc on voit bien quand même qu'il y a cette discordance sur les tailles d'effet entre l'effet protecteur cardiovasculaire, si on prend en compte les groupes SDA, donc Seventh Day Adventists, les adventistes du 7e jour, qui ont cette particularité de ne pas consommer de tabac et d'alcool. Et on voit que la réduction de risque ici elle est de 40%, donc ce risque relatif à 0,6, alors que le risque relatif chez les non-adventistes, elle est globalement ces fameux moins 20%, et donc là, moins 16% plus exactement. Et donc là, on a cette discordance qu'on retrouve par ailleurs dans d'autres travaux. Et là, se pose la question sur les autres facteurs environnementaux auxquels on s'expose en dehors du régime végétarien. Troisième question, c'est indirectement la modification de la partie modifiable des facteurs de risque cardiovasculaire, c'est la pression artérielle en l'occurrence. Est-ce que le régime végétarien influence la pression artérielle? Là, nous avons cette méta-analyse avec un bon niveau de preuve, les effets sur la pression artérielle, cet essai clinique qui démontre qu'il y a une réduction significative sur la pression artérielle systolique et diastolique, et pareillement sur les études observationnelles qui montrent une pression artérielle moindre, significativement moindre chez les végétariens, que ce soit sur la pression artérielle systolique que diastolique. Les tailles d'effet sont un peu plus prononcées, mais nous sommes dans une homogénéité, comme diraient les méta-analyseurs, le I-square, le I-carré reste quand même relativement faible. Donc voilà la slide de conclusion. Pour ce qui est des effets du régime végétarien sur le risque cardiovasculaire, il y a un effet qui est clair sur la pathologie ischémique, tout ce qui est pathologie ischémique cardiovasculaire, coronarienne, mais on ne voit pas d'effet significatif sur la maladie cérébrovasculaire. Et puis si on prend les analyses de poules de groupe que certaines études ont réalisées, notamment en appelant ça des maladies circulatoires qui incluent un peu le tout, mais clairement il y a un effet sur l'ischémie mais pas d'effet sur la maladie cérébrovasculaire. Sixième groupe, le cancer. Il y a eu beaucoup de travaux avec des cohortes assez faramineuses, 9 cohortes prospectives par exemple, 686 000
sujets suivis, 2 méta-analyses de qualité modérée, mais qui ont quand même démontré que les végétariens avaient une réduction significative du risque de cancer, tout cancer confondu, sans aller dans les étiologies spécifiques. Donc ça représente moins 18% en termes de réduction de risque. Confirmation en 2017 par une méta-analyse de 9 études prospectives, mais qui cette fois-ci a ciblé, sur ces 686 000 et quelques participants, le cancer du sein, le colorectum et la prostate. Et lorsqu'on s'intéresse au cancer du sein, colorectal et prostate, on ne voit pas de réduction significative, de différence significative entre les végétariens et les omnivores par rapport à ces cancers-là, sauf que il y avait quand même, lorsqu'on regarde les analyses de sous-groupes, il y a une diminution significative du risque de cancer colorectal uniquement si on considère les semi-végétariens, c'est-à-dire globalement ceux qui consomment de la viande moins d'une fois par semaine, et les pesco-végétariens, donc c'est les pectos aussi végétariens, et là on a cette diminution qui est significative. Dernière méta-analyse sur 86 études observationnelles, 10 cohortes, un total qui dépasse les 250 000, qui confirme cette incidence qui est réduite en termes de risque de cancer, tout cancer confondu, et puis absence de réduction significative pour ce qui est du sein et du cancer colorectal. Et par ailleurs, l'étude sur la mortalité par cancer a démontré qu'il n'y avait pas de réduction de mortalité par cancer sur le sein, prostate et poumon. Là, on est peut-être sur des effets de manque de puissance, parce que lorsqu'on voit les effets d'incidence, on a intuitivement l'impression que ça pourrait se répercuter. Les événements de mortalité induite sont un peu plus compliqués par rapport au traitement, etc. Donc c'est peut-être pour cette raison qu'il y a ces discordances apparentes, mais voilà, en tout cas, il n'y a pas d'effet sur la mortalité par cancer. Donc si on résume les effets du régime végétarien dans le groupe cancer, il y a un effet sur l'incidence du cancer en général, le cancer colorectal et le cancer du sein qui a été observé. Donc pour le colorectal, on le voit ici chez les pesco-végétariens, on a un effet de réduction significative, et pesco-végétariens et semi-végétariens. Et puis pour le sein, il y a une réduction de mortalité par cancer du sein uniquement chez les adventistes du 7e jour. Donc il y a cet effet peut-être de biais lié à la non-exposition au tabac et à l'alcool qu'il faut garder à l'esprit. Et puis pas de variation significative sur le poumon. La prostate, c'est un peu dur de l'interpréter compte tenu du caractère temps dépendant de la maladie et des différents biais qu'on peut observer sur ce cancer. Alors le dernier groupe, c'est la mortalité toutes causes confondues. Du point de vue des premières méta-analyses, 2012-2014, qualité modérée, qui ne montre pas de réduction significative. Et puis la toute dernière analyse parue en 2017 qui montre une baisse de la mortalité toutes causes confondues chez les adventistes du 7e jour. Donc on est toujours sur cette notion de double exposition, à la fois à un régime végétarien et à une absence de consommation de tabac et d'alcool. Lorsqu'on s'intéresse aux non-adventistes, là on n'est pas significatif sur l'effet sur la réduction de mortalité toutes causes confondues. Il n'y a pas d'effet en global, en sous-groupe, il y a un effet chez les SDF. Donc si on résume la mortalité, il n'y a pas d'effet significatif dans les diverses études, sauf peut-être cette discordance à retenir entre les adventistes et les non-adventistes, où la différence est significative. Donc en conclusion, pour ce qui est de la synthèse de tout ce qu'on a vu, on peut voir ça comme étant des effets bénéfiques ou néfastes, positive, négative outcome, en couleur discordante, vert et rouge. Clairement, ce qui a été démontré, c'est que le régime végétarien va avoir des effets bénéfiques sur l'obésité, la dyslipidémie, la métaflammation, si je reprends la terminologie, et puis sur l'hypertension artérielle, la pathologie ischémique myocardique, le risque de diabète. Ça, ce sont des effets qui sont avérés. Par ailleurs, il y a un effet sur la réduction de l'incidence du cancer, l'incidence de cancer colorectal dans les sous-groupes spécifiques, et puis la mortalité dans le sous-groupe des adventistes. Si on voit les effets néfastes, on va peut-être passer à la slide d'après, parce que au final, si on résume un petit peu, nous sommes sur le cluster syndrome métabolique, immunométabolique, et donc il y a quand même cette influence ou cet effet du régime végétarien sur globalement le risque de syndrome métabolique qu'on peut voir comme ça. Et par rapport aux effets négatifs, si on prend la slide d'avant,
On voit qu'il y a un effet négatif quand même qu'il ne faut pas négliger sur la vitamine B12, donc le métabolisme des monocarbones par voie de conséquence, le risque d'hyperhomocystéinémie avec les effets mitigés. Hein. Il y a un effet bénéfique sur le risque cardio, hein, qu'on voit ici sur toutes les études, mais aussi un effet néfaste sur la carence en B12, l'hyperhomocysténémie, et puis on arrive à un effet mitigé, donc on est un peu dans l'équilibre des forces. Et puis par ailleurs, il y a cette ambivalence du fer avec l'effet positif et négatif qui reste difficile à interpréter, et puis ce zinc qui est réduit, mais pour lequel nous n'avons pas d'éléments par rapport à l'interprétation. Chose importante dans les aspects vasculaires, c'est qu'il n'y a pas de bénéfice a priori sur le risque de pathologie cérébrovasculaire. Voilà, cette slide de Forest Plot résume au final toutes les réductions de risque significatives qui ont été rapportées. Diabète, pathologie ischémique, donc le cluster de l'ischémie myocardique, l'incidence de cancer, les survenus de cancer dans les sous-groupes spécifiques, les PESCO et les SEMI, la mortalité chez les adventistes qu'on voit ici. Donc ce sont les principaux effets significatifs qui ont été rapportés et observés. Et pour finir, donc, ce qu'on peut résumer, c'est qu'au final, le régime végétarien peut être assimilé à un mode d'alimentation qui va augmenter la probabilité de vieillir en bonne santé, donc ce concept de healthy aging qui fait l'objet de plusieurs publications au niveau international, au niveau des recommandations de l'OMS. Et donc là, on est plutôt sur cette vision healthy aging liée au régime végétarien. C'est une question qui est de plus en plus débattue, étudiée, mais en faisant bien attention aux carences, notamment en vitamine B12, avec les risques que ça peut induire, les carences en autres éléments traces, le zinc, le fer. Donc c'est une alimentation qu'il faut considérer, mais dans sa globalité. Et donc c'est une démarche qui va être globale dans l'approche alimentaire. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la richesse de cette étude et de ce qu'elle aborde. Et avec une méthodologie